en fait, je vais partager avec vous le fruit de mon expérience d'accompagnement préconceptionnel depuis 6 ans. C'est quoi l'accompagnement préconceptionnel? Eh bien, c'est permettre à des personnes seules ou en couple de cheminer par rapport à leur désir d'enfant. Cheminer par rapport à leur désir d'enfant, c'est déjà répondre à la question de un enfant, j'en veux un ou pas. Donc il y a des gens qui viennent me voir autour de cette question. C'est aussi se poser la question de savoir comment on va concevoir cet enfant, dans quelles conditions, est-ce que les conditions qui sont rendues possibles par la médecine nous conviennent, et puis aussi c'est se demander comment est-ce qu'on va s'entourer pour cheminer au mieux du possible dans ce parcours-là qu'on n'avait pas nécessairement tout le temps prévu. Alors, il y a ici des sophrologues, il y a ici des praticiens d'hypnose, il y a ici des ostéos. Moi, je suis un petit peu multicasquette au sens où j'intègre différentes approches de thérapie brève et humaniste, comme la PNL, l'hypnose ericksonienne, la systémique, le dialogue intérieur. Et je suis également formée en analyse transgénérationnelle. Donc, j'essaye de vous accueillir dans la multiplicité de cette expérience, dans un maximum de champs de cette expérience en complémentarité, en interaction avec d'autres professionnels, donc vraiment dans une approche multidisciplinaire, autant que faire se peut. Alors, ça fait une vingtaine d'années que je me forme à ces différentes pratiques de thérapie brève et humaniste, en même temps que j'ai un parcours de formatrice, de consultante, de coach en entreprise. Et le fait de m'être formée à toutes ces approches m'a moi-même, à titre personnel, énormément aidée. Pourquoi ça m'a énormément aidée? Eh bien parce que il y a une quinzaine d'années, avec mon conjoint, nous avons rencontré des difficultés pour concevoir des enfants et pour faire famille. Et donc, je dois dire que toutes ces approches auxquelles j'ai été formée m'ont vraiment permis de vivre ce parcours-là en mobilisant des ressources et en donnant du sens à ce qui se passait pour moi et à ce qui se passait pour nous et à ce qui était en train de s'écrire pour nos enfants. Pour nos enfants parce que nous sommes devenus parents par deux biais différents. Nous sommes d'abord devenus parents d'un enfant par le biais de l'adoption. Et cet enfant a aujourd'hui 11 ans. Et puis nous sommes ensuite devenus à nouveau parents grâce à une fille. Et nous avons été parents de jumeaux. On parlait de jumeaux tout à l'heure, un garçon et une fille, qui ont aujourd'hui 8 ans. Voilà, donc tout ça pour vous dire que à la fois je connais ce sujet évidemment d'un point de vue professionnel parce que j'y suis formée et que ça fait 6 ans que j'accompagne des personnes sur ce chemin-là, et aussi à titre personnel, et parfois ça aide aussi, même si chaque histoire est singulière, d'avoir cheminé sur ces terres de fécondité ou d'infertilité. Voilà, pour me situer et vous dire d'où je parle. Alors, on a beaucoup de chance aujourd'hui par rapport aux générations passées, puisque les techniques médicales nous donnent des ressources juste incroyables. Donc c'est une révolution absolument fabuleuse sur un plan médical. Des tas d'enfants naissent là où il y a 50 ou il y a 100 ans, ils ne seraient pas nés. Des tas de personnes comme vous deviendront parents grâce à toutes ces techniques, et c'est fabuleux. Mais c'est une vraie révolution, parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a conçu des enfants de cette manière-là avant. Donc, si sur un plan médical, ça devient d'une certaine manière banal, parce qu'il y a une maîtrise absolument formidable de toutes ces techniques et une évolution fantastique, si sur un plan médiatique, ça devient un peu banal, parce que n'importe quelle star s'affiche sur les pages des magazines, en disant ou pas qu'elle a eu recours à une PMA, mais on se doute bien que pour un certain nombre, à un certain âge, elles ont eu recours à une PMA et notamment à un don d'ovocytes. Donc tout ça devient assez banal. Si vous en parlez autour de vous ou à votre médecin, on va vous dire pourquoi tu ne fais pas une PMA ou pourquoi tu n'as pas recours à un don d'ovocytes ou de sperme. Oui, effectivement, ça fait partie du champ des possibles et demain ce sera sûrement la norme. Toutefois, sur un plan sociétal, le temps sociétal n'est pas tout à fait le même. Confère, manif pour tous, etc. On voit bien que voilà, il faudra un certain temps avant que les choses soient acceptées et deviennent la norme. Et sur un plan psychique, c'est aussi une sacrée question. Parce que le temps psychique, c'est pas le temps de la médecine. Et
s'il leur a fallu 30, 40 ans à la médecine pour faire des progrès incroyables, pour nous, à l'échelle d'une génération, c'est une sacrée révolution intime d'accepter de concevoir de cette manière-là. Moi, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir, parmi vous, qui, il y a 20 ans, imaginait qu'il aurait peut-être des problèmes de fertilité? Une personne. Est-ce que vous imaginiez que vous auriez recours à des techniques comme celle-là? Oui. Non, pas nécessairement. Vous voyez, donc vraiment, c'est une énorme nouveauté pour nous, et j'ai la conviction que cette transformation de nos modalités de conception, ça implique une transformation de nos conceptions dans la tête, et que ça a besoin de s'accompagner. Donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, comme je disais, c'est une révolution, c'est toujours de l'amour, mais c'est tout un tas de mots, tout un vocable dont on n'avait jamais entendu parler quand on nous a parlé de la petite graine, du papa, de la maman, etc. etc. Donc, voilà, c'est un espace complètement nouveau. Je dis souvent que voilà, c'est une terre inconnue. Alors, pour la plupart d'entre nous, on a été conçus, j'ai envie de dire, d'une façon un peu classique. C'est-à-dire qu'il y avait un continuum entre un homme et une femme qui ont une relation sexuelle, qui l'un et l'autre donnent leur propre gamète, leur propre ADN. La femme qui a accueilli le sperme de cet homme est enceinte et porte la grossesse. Et puis ben, ça fait une famille, et a priori, ceux qui ont eu l'acte sexuel deviennent le papa et la maman. Grosso modo, c'est ça le schéma avec lequel on a tous grandi, et puis tout ça, ça s'inscrit dans une histoire familiale plus vaste où avant il y avait des papas et des mamans. Ça, c'est entre guillemets la norme, et la norme sociale et psychique dans laquelle on a tous grandi. Après, évidemment, il y a pu y avoir dans nos familles des exceptions sociales, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir des mamans solo, bien évidemment, dans cette histoire. Pour autant, on sait tous que si à nos générations, avoir des mamans solo, c'est tout à fait OK, hein, confère Goldman, elle a fait un bébé toute seule, d'accord. Eh bien, pour nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères, c'était un sacré tabou et une sacrée honte sociale. Donc, c'est pas si loin que ça de nous. Ce qui se passait jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 40 ans, d'accord, c'est que la conception, la gestation et la famille, c'était trois choses qui étaient intimement liées. Aujourd'hui, avec les techniques absolument formidables auxquelles on a recours, eh bien, ce que ça bouleverse, c'est que la conception, la gestation et la famille, ça peut être trois espaces différents et dissociés. Alors, je vais entrer dans un tableau un tout petit peu compliqué, mais je suis sûre que vous allez suivre avec moi. Pour parler de conception, la norme, comme je disais tout à l'heure, c'est pour concevoir un enfant, il faut une sexualité. Mais aujourd'hui, on a aussi la possibilité de concevoir sans sexualité. Et ça, c'est une sacrée nouveauté. On n'avait pas imaginé jusqu'à maintenant, dans l'histoire de l'humanité, que ça puisse se passer comme ça. Jusqu'à maintenant, évidemment, la sexualité, ça a imposé d'avoir un rapport hétérosexuel. Alors qu'aujourd'hui, puisqu'on peut dissocier sexualité et procréation, évidemment, la procréation, elle est accessible à des personnes célibataires ou à des homosexuels. Donc ça, c'est une grande nouveauté. La sexualité, elle était a priori intraconjugale, même si on sait que parfois le facteur ou le jardinier pouvait apporter une certaine aide. Ou alors, la sexualité, elle se passait ailleurs, au sens où il y avait une adoption, donc c'était un autre couple qui avait eu une sexualité pour que l'enfant intègre sa famille. Aujourd'hui, ce qu'on a en plus, c'est la PMA, et c'est une sacrée nouveauté. Dans la conception, il y a aussi des nouveautés au niveau biologique, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a tous appris en cours de sciences naturelles, si vous vous souvenez bien, que pour faire un bébé, il fallait 2 ADN. Et là, on est en train de nous raconter que, en fait, technique de clonage, évidemment c'est interdit, mais technique de clonage, peut-être on pourrait faire un bébé avec un ADN. Et puis on est aussi en train de nous dire qu'en fait on peut faire un bébé avec 3 parents ou avec 3 ADN. Vous avez sûrement entendu qu'on pouvait utiliser l'ovocyte d'une femme avec, je ne suis pas médecin, mais voilà, avec des mitochondries qui vont bien, etc. Puis implanter le noyau de la mère d'intention. Incroyable, ok. On a aussi cette idée qu'on va pouvoir créer peut-être des spermatozoïdes à partir de cellules souches ou de cellules de peau d'une femme. Ce qui voudrait dire que voilà, un couple homosexuel de femmes pourrait concevoir à partir de leurs ADN, mais en transformant, voilà,
en créant un spermatozoïde. Enfin, c'est juste incroyable. On n'a pas imaginé ça, je crois que certains, on a la mâchoire qui se décroche, mais ouais, c'est dingue. Donc où on en sera dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sait rien. Et puis, eh bien, jusqu'à maintenant, les parents d'intention étaient aussi ceux qui avaient le rapport sexuel, alors que ben voilà, demain, aujourd'hui, on peut avoir recours aux dons, donc l'ADN, il peut venir au don. Voilà, alors voilà pour la conception. Alors, tout ça, évidemment, ça interroge autour de la question de l'origine, autour de la question de l'anonymat, autour de la question du secret, et on y reviendra. Au niveau de la gestation, jusqu'à maintenant, elle se faisait nécessairement dans l'utérus et dans le corps de la mère d'intention, alors que on peut imaginer avoir une mère porteuse dans le système de repas ou dans un couple de femmes, l'une porte l'embryon constitué avec l'ovocyte de l'autre, etc. On est quelque part on est dans une logique complètement nouvelle. On nous parle aussi d'utérus artificiel, on n'y est pas encore, mais voilà. Donc voilà, il y a des choses juste dingues qui se passent. Et puis, au niveau de la famille, la norme, comme je disais, c'était un papa et une maman. Hein. Certains nous le rappellent régulièrement dans la rue. Ça fait un moment qu'on savait qu'une femme seule pouvait élever un enfant, mais voilà. Même si la législation n'est pas complètement au point en France, dans d'autres pays autour de nous, et en France peut-être demain, voilà, on peut établir une filiation à partir de 2 femmes, à partir de 2 hommes. Ça se fait déjà de façon un peu compliquée à travers l'adoption, l'enfant du conjoint, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, ça se fait et ça va se faire. Ce qui veut dire que les choses évoluent aussi en termes de parentalité, là où la norme c'était 2 parents, même s'il y avait encore des exceptions, toujours vécues parfois socialement de façon honteuse, etc., avec un parent. Demain, on peut imaginer qu'il y a 3 ou 4 coparents. Hein, vous savez qu'il y a des sites de coparentalité où on imagine être parents à 3, à 4 ou plus, même si dans la filiation, pour l'instant, c'est pas encore installé. Et puis, on a les beaux-parents, bien évidemment, qui sont là. Alors, tout ça, ça veut dire qu'on savait qu'on avait en théorie quelques grands-parents, mais potentiellement, imaginez combien on peut en avoir. Bon. Donc, sacrée révolution et puis sacré questionnement autour de qu'est-ce qui fait norme et qu'est-ce qui est à la marge. Hein, la norme d'hier n'est plus la norme d'aujourd'hui et peut-être là où vous vous sentez peut-être un peu à la marge dans les modalités de conception aujourd'hui, dites-vous que demain, ce sera peut-être juste une modalité de conception parmi d'autres, la conception avec don, et que finalement, pour la génération de vos enfants, nos enfants et de nos petits-enfants, ce sera juste une façon de faire parmi d'autres. Il n'y aura plus de questions sur est-ce que c'est dans la norme ou pas. Alors, ça veut dire que l'équation de la conception, elle change sacrément. On a appris qu'il fallait 1 plus 1 égale 3, d'accord ? Et puis quand on est en difficulté fertile, on se dit 1 plus 1, ça va faire quoi ? Grand questionnement. De temps en temps, on se dit, est-ce qu'on va rester juste 1 plus 1 ? Et puis, comme disait Philippe tout à l'heure, on va faire du tricot ou faire des voyages. Ou alors, est-ce que ça va faire 1 moins 1 ? C'est-à-dire qu'on va finir par se séparer, parce qu'il y a quand même un paquet de ruptures. Et puis, tu devrais aller faire un enfant avec une autre, parce que tu as peut-être plus de chance. Ou est-ce que ça va être 1 plus 1 plus des tiers qui vont nous aider ? Eh oui. Alors les tiers, c'est qui ? Les tiers, c'est d'abord tous ceux qui nous soutiennent. Tous ceux, nos familles, nos amis, nos connaissances, etc., à qui on en parle. Alors que normalement, on fait un bébé sous la couette sans en parler à personne. Là, pendant plusieurs années, on peut être amené à en parler autour de soi. Les tiers, c'est aussi les aides sociales, médicales, les associations comme les Cigognes de l'Espoir, les médecins, etc. Et puis les aides, c'est aussi les donneurs. Ouais. Donc ça fait finalement une situation dans laquelle il faut tout un village pour concevoir un enfant. Les Africains disent qu'il faut tout un village pour élever un enfant, maintenant il faut tout un village pour le concevoir, pour un certain nombre d'entre nous. C'est peut-être une chance, mais c'est une sacrée révolution dans nos têtes. Ouais. Et non seulement il faut tout un village, mais ce n'est pas le village juste autour de soi, c'est maintenant presque un village mondial qu'il nous faut, parce qu'on est amené à passer les frontières pour aller accueillir le don d'autres personnes, des tiers, pour concevoir. Donc, voilà, c'est pas rien cette affaire. Alors, arriver sur ces chemins-là, c'est quand même pour pas mal d'entre nous un peu la terra incognita, c'est-à-dire la terre inconnue, voire la terra ingrata, parce que c'est pas super facile. Pourquoi c'est pas super facile ? Parce qu'on fait déjà pas mal d'allers-retours et qu'on peut pas mal se paumer et avoir l'impression de tourner en rond dans ces parcours pendant un certain temps, un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années. Ça suppose à un moment donné de se fixer un cap, de se fixer un objectif, et puis ça demande aussi de pouvoir, à certains carrefours, prendre des décisions. Et
posés pour faire ça. Ces chemins-là, c'est aussi une sacrée tempête, et notamment une sacrée tempête sous le crâne, parce qu'on se pose un paquet de questions. Puis c'est une sacrée tempête émotionnelle, parce que on passe par des émotions juste dingues, avec l'impression régulièrement de devenir juste fou. Et puis c'est une révolution aussi dans la relation, je pourrais dire. Hein, okay. Alors, je parlais des émotions, je ne sais pas si on voit bien là, mais c'est un manège, c'est les montagnes russes émotionnelles. Alors, je ne vais pas faire, parfois je fais une conférence spécifique sur les émotions, parce qu'il y a beaucoup à dire. Là, je ne vais pas en dire grand-chose, mais effectivement, on passe par des émotions extrêmement fortes, évidemment par la colère, qu'il se passe, ou plutôt qu'il ne se passe pas ce qu'on voudrait qu'il se passe, d'accord ? Donc, tout ce qui est lié à la colère, à la jalousie, etc., c'est là, c'est très présent. Il y a tout ce qui a trait à la tristesse, parce que régulièrement, faut faire des deuils. Il faut renoncer à concevoir comme on l'avait imaginé, pour embrasser de nouvelles façons de concevoir. Et puis il y a la peur, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est la terre inconnue. On arrive dans un espace qu'on ne connaît pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas ? C'est assez simple. Vous avez peut-être eu comme moi une grande-tante qui n'a pas pu avoir d'enfants, etc., etc. Mais par définition, si vous êtes là, comme je suis là, c'est parce que vos parents étaient fertiles, et que vos grands-parents étaient fertiles, et que vos arrière-grands-parents étaient fertiles. Okay. C'est très rare qu'au cabinet, ça arrive, mais c'est très rare, que je reçoive des personnes qui ont été conçues avec un don, en l'occurrence avec un don de sperme, parce que forcément, les écartages font que les personnes que je reçois en âge de concevoir sont éventuellement conçues avec don de sperme, mais c'est rarissime. Alors donc il y a des tempêtes émotionnelles, et elles sont d'autant plus importantes que non seulement les émotions, elles bougent à chaque cycle de la femme, mais en plus elles bougent à chaque cycle de décision, parce qu'évidemment il y a tout le temps où il faut faire un bébé sous la couette, puis à un moment il faut renoncer, mais en même temps on a aussi l'espoir d'arriver sur une autre modalité de conception, etc., etc. Donc dans la même journée, on peut à la fois être ultra triste et super heureux. Et donc ça donne l'impression de devenir juste dingue. Voilà sur les tempêtes émotionnelles. Alors je ne vous passe pas toutes les émotions, parce qu'encore une fois, je ne vous fais pas la conférence sur les émotions, mais tout ça, ça aboutit à parfois un sentiment fort d'injustice, d'impuissance, l'impression qu'on ne sait plus où on va, que ça n'a pas de sens, l'impression aussi qu'on est vraiment juste dans le vide, et très en contact dans le vide, et ça peut amener à des états dépressifs très forts. Et puis ça mène aussi à des ruptures dans le scénario de vie qu'on s'était fait, des ruptures aussi au niveau relationnel, avec sa famille, etc., parce que ça peut devenir trop douloureux, et parfois des ruptures au sein même du couple, et puis ça peut aller encore plus loin, parce qu'il y a des gens qui, je dirais, rompent aussi avec la vie. C'est heureusement très rare, mais ça arrive. Tellement ça met en crise, c'est une vraie crise de vie, avec une somme de deuil et une somme de renoncement, et je crois qu'on ne le dit pas assez, et qu'on a besoin de le dire pour pouvoir transformer ça et aller vers autre chose. Alors je parlais de tempête tout à l'heure, et certes c'est la tempête, mais en même temps, dans cette tempête, on a besoin de cheminer, et pour ça, on a besoin de trouver un phare, j'ai envie de dire, et d'aller, quoi qu'il arrive, vers du bien-être, d'où la présence des différents thérapeutes là aujourd'hui. Et de trouver du bien-être, pourquoi ? Non seulement pour soi, ici, maintenant, dans le temps présent, mais aussi pour l'enfant à naître. Parce que tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, la façon dont vous le vivez, c'est la préhistoire de vos enfants. Donc c'est crucial pour vous, mais c'est aussi crucial pour ceux qui vont vous rejoindre. Alors, c'est pour ça que j'ai développé cette pratique d'accompagnement préconceptionnel, parce que je crois que ce temps est essentiel. Alors, les pratiques thérapeutiques, les pratiques d'accompagnement se sont beaucoup centrées autour des 40 dernières années sur le temps de la grossesse. Il y a plein de techniques et de propositions pour accompagner la grossesse, pour accompagner la naissance et pour accompagner le postpartum. Et quand on est en chemin de fertilité et qu'on a du mal à concevoir, on se sent assez frustré de voir toutes les copines qui ont accès au champ prénatal, à l'autonomie, à ci, à ça, aux sages-femmes, etc., pour prendre soin de soi.
Et puis nous, on est vraiment dans ce désir fort d'être mère, dans ce désir fort d'être père. On se sent déjà père et mère d'une certaine manière. Et en même temps, il n'y a pas vraiment d'espace pour nous accueillir dans cette parentalité. Et donc, l'accompagnement préconceptionnel, c'est ça. C'est un espace pour accueillir chacun dans sa parentalité qui, certes, n'est pas visible, mais qui est quelque part déjà là. Et qui, même souvent là, et qui est un long chemin pendant des années. Je crois qu'il y a besoin d'un espace pour ça. Voilà. Je vous disais tout à l'heure ce que c'était que l'accompagnement préconceptionnel, ou à qui ça s'adressait. Ben voilà, ça sert à avoir un espace pour prendre des décisions, mobiliser ses ressources, et puis intégrer son histoire au roman familial et élaborer le récit de la préhistoire de son enfant. Et c'est ça plus particulièrement dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, ça intègre tout un tas de méthodes, je ne vais pas revenir là-dessus. Hop. Et puis vous pourrez, voilà, pour en savoir plus, venir me voir tout à l'heure. Je partagerai volontiers avec vous la façon dont je travaille. Je vais le faire un petit peu dans la suite de cette conférence. Alors, quand on est sur ces chemins-là, on se pose énormément de questions. Je vais juste afficher quelques exemples de questions, mais je pourrais vous demander de compléter. Ça, ce sont quelques-unes des questions que j'entends au cabinet, mais la liste est loin d'être exhaustive. Alors, il y a des questions qui se posent sur est-ce que mon corps est capable? En général, c'est la question que vous posez au médecin. Je suis capable, pas capable, jusqu'où, etc. Qu'est-ce qui est possible? Mais il y a aussi des questions sur le désir. Mais finalement, cet enfant, est-ce que je le désire vraiment? Si ça ne marche pas, est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fait, mon désir, il est un peu ambivalent, un peu ambigu? Le désir est toujours ambivalent. Est-ce que je désire vraiment concevoir dans ces conditions-là? Est-ce que ça correspond à mon éthique ou pas? Est-ce que je vais accepter cet enfant quand je vais avoir cet embryon-là dans l'utérus conçu avec l'ovocyte d'une autre femme, avec le sperme d'un homme éventuellement inconnu? Est-ce que mon corps va l'accepter? Est-ce que mon psychisme va l'accepter? Grande question auquel il est important de pouvoir répondre, en tout cas de se préparer. Est-ce que j'aurais pas l'impression de tromper ma conjointe si un embryon est conçu avec mon sperme et avec l'ovocyte d'une donneuse? Question que posent les hommes aussi. Et qu'est-ce qu'on va dire ou pas à nos familles? Et qu'est-ce qu'on va dire ou pas autour de nous, dans la société, etc. Quand le médecin, à la première visite médicale, va dire quels sont les antécédents familiaux, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Est-ce que c'est pas contre nature toute cette affaire? Beaucoup de personnes arrivent avec cette question-là. Et c'est important de pouvoir élaborer autour de ça. Pourquoi c'est important? Parce que si on est au clair par rapport à ça, on réduit sérieusement la culpabilité, le sentiment d'avoir transgressé, etc. Et pour accueillir cet enfant dans les meilleures conditions, c'est quand même essentiel. Alors, les petites poupées qui sont apparues là, ça correspond à mon cadre de travail. Je travaille à travers différentes dimensions. Je crois que cette expérience autour de la fertilité, elle se structure autour de différentes dimensions qu'on explore ensemble dans les consultations ou dans les cercles de fécondité, quand je fais des cercles de fécondité. Elles sont là, les petites poupées, je pourrais en parler avec vous, je vous en dis juste quelques mots. Évidemment, cette histoire d'enfant qu'on veut voir s'incarner, là, je pourrais vous montrer le petit enfant qui va s'incarner dans la poupée du corps, il s'incarne dans un corps physique. Donc, on s'adresse à son médecin pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais on a aussi besoin, parce qu'on a des décisions à prendre dans ces parcours, de s'interroger sur quel est notre désir. Et on y reviendra. Et puis le corps physique, certes, c'est le corps vu sous l'angle médical, via l'échographe, via les tests hormonaux, etc. Mais c'est aussi le schéma corporel qu'on a. C'est aussi le vécu physique qu'on a quand on est dans des parcours comme ça, où on est soumis à des traitements hormonaux, où on a des ponctions éventuelles, etc. Donc, très important de pouvoir cheminer par rapport à ce que ça représente pour nous d'engager notre corps de cette manière-là. Et puis cet enfant, il va s'incarner dans un corps physique, mais aussi dans un corps psychique, c'est-à-dire que vous avez une histoire, vous avez des ressources, vous avez aussi des petits cailloux dans votre chaussure, quelques traumas sur le chemin, vous avez une vision de votre vie, etc. Et tout ça, ça compte parce que forcément, avoir du mal à concevoir un enfant, ça bouscule tout ça. Donc parfois, on a besoin d'en parler. Et puis, cet enfant, il vient s'inscrire dans une relation de couple, ou en tout cas dans un espace d'intimité, y compris pour les femmes célibataires. Et il va y avoir, dans le cas du don d'ovocyte, un tiers qui va entrer dans cet espace-là. Donc, on a aussi besoin de cheminer par rapport à quelle place va prendre ce tiers. Et puis, cet enfant, il ne s'inscrit
pas seulement dans le cadre de votre relation. Parce que vous êtes tous et toutes, nous sommes tous, des fils et des filles d'eux. Donc cet enfant, il va venir s'inscrire aussi dans une famille qui existe, avec les vivants, etc., mais aussi dans une famille qui a existé et qui nous a précédés. Et donc moi, je travaille aussi beaucoup sur le corps familial et sur le transgénérationnel. Ça me semble important d'inscrire cet enfant dans cette dynamique-là. Et puis, il y a un corps social, il y a un corps médical qui vient nous aider d'une manière ou d'une autre, et puis qui a des choses à dire par ses soutiens, mais aussi par sa réglementation sur ce qui se passe et sur ce qu'on fait. Donc c'est important aussi de se questionner sur ça. Et puis le dernier corps, c'est qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on croit de la vie et de la mort? Qu'est-ce qu'on croit de la nature et de la culture? C'est naturel ou pas de faire du don d'ovocytes? Non, manifestement, c'est culturel. Ok, bon, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Comment est-ce qu'on l'intègre? Voilà un peu tous les champs qui peuvent être explorés dans un parcours d'accompagnement. Évidemment, on n'explore pas nécessairement tous ces champs-là, on rentre par la porte qui a du sens pour vous. Alors, ça c'est un de mes cadres de travail. Un autre cadre de travail, c'est les questions avec lesquelles vous venez. Parce que quand on est dans des parcours comme cela, on se pose énormément de questions. Il y a des questions autour du pourquoi. Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi est-ce qu'on doit en passer par là? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça ne marche pas? C'est la question du sens. C'est quoi le sens de tout ça? Eh bien, effectivement, il y a un besoin de comprendre et d'accepter cette histoire, de faire la paix avec cette histoire, sans quoi c'est compliqué d'accueillir un enfant. Et puis vous venez aussi avec beaucoup de questions autour du quoi faire. On est à la croisée des chemins, on est au carrefour, on fait quoi? Comment on s'y prend? Eh bien ouais, il va falloir choisir, il va falloir même transgresser d'une certaine manière ces croyances, ces conceptions, en tout cas les transformer, les faire muter pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Et puis, il y a la question de comment faire, comment on va s'y prendre, quelles ressources on va trouver, etc. etc. Et là, il y a tout un challenge qui est de pouvoir raconter la préhistoire de cette nouvelle vie et écrire une nouvelle vie. Alors, je vais, avec vous, cheminer à travers ces trois dimensions, ces trois étapes-là. Comprendre et accepter son histoire. Ben ouais, la grande question, c'est pourquoi est-ce que là où on a un désir d'enfant, il ne se passe rien? Pourquoi c'est le néant? Pourquoi c'est le vide? Alors, évidemment, on peut aller chercher du côté des facteurs socio-médicaux. Il n'y a pas d'enfant parce que on s'y est pris un petit peu tard, on avait mis du temps à se rencontrer, etc. Où on a espéré rencontrer le prince charmant, un père pour ses enfants, puis notre histoire s'est tricotée d'une manière qui fait que ça n'a pas été possible. Donc, il est un peu tard, bon. Mais c'est pas grave, on va quand même y arriver. Il y a évidemment des situations médicales d'infertilité qu'on explique ou qu'on n'explique pas, mais dont on sait qu'elles sont probablement liées à des facteurs environnementaux. Mais il y a aussi peut-être des facteurs psychosociaux. Des facteurs psychosociaux personnels. J'ai un gros caillou dans ma chaussure, d'accord. J'ai subi une agression sexuelle, j'ai eu une IVG, etc. Puis ça, éventuellement, ça fait obstacle. Et puis j'ai besoin de faire la paix avec ça. Mais il peut y avoir des choses au niveau du couple. C'est bon partenaire, pas bon partenaire, on a des choses à ajuster. Bon, voilà. Ou des choses au niveau de la famille, de façon plus générale. Ou des choses au niveau transgénérationnel. Moi, je vais vous donner quelques cartes par rapport à ça, parce que ça fait partie de ma pratique. Et puis, il peut y avoir, pour certains, pourquoi pas, des considérations plus spirituelles. Et elles peuvent avoir leur place aussi. Alors, l'important par rapport à ces éléments d'explication du pourquoi l'infertilité et pourquoi il faut concevoir de cette manière-là, c'est de pouvoir savoir ce qui se passe, le reconnaître, l'accepter, le pardonner, éventuellement renoncer, en tout cas s'apaiser. Juste par rapport à ça, par rapport à cette question du pourquoi, moi j'ai juste envie de vous dire que pour moi, les réponses au pourquoi, au-delà des réponses factuelles et médicales, les réponses sur un plan plus psychologique ne sont jamais des vérités. C'est du sens pour vous. C'est du sens qui permet de vous stabiliser puis de faire un pas de plus et d'avancer. Personne, aucun psy, ni moi, ni même vous, c'est sûr, c'est ça et rien d'autre, l'explication. C'est en général une série de facteurs qui peuvent s'expliquer sur les différents plans que j'exprimais tout à l'heure, les différents plans des petites poupées, là, une conjonction d'éléments qui donnent du sens. Alors, je vais
faire un petit zoom sur plusieurs cas en transgénérationnel. Donc je précise que, et bien évidemment que les prénoms sont transformés, et que évidemment les éléments de l'histoire sont un peu bousculés, un peu transformés pour que l'anonymat des personnes soit respecté, mais qu'en même temps vous puissiez voilà, vous identifier aussi à ce qui se passe. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, on est tous des fils et des filles d'eux, et dans le transgénérationnel, il y a plein de choses qui peuvent être, dans notre histoire transgénérationnelle, il y a plein de choses qui peuvent être restées en suspens, et qui peuvent parfois expliquer qu'on a une difficulté à concevoir. Alors il y a tout ce qui est mort prématurée, il y a eu des IVG, il y a eu dans notre propre histoire une IMG, des bébés morts in utero, des maladies, des accidents, etc., qui font qu'à un moment donné, il y a un deuil qui n'a pas été fait, puis ça peut faire obstacle à l'arrivée d'un nouvel enfant. Il y a pu y avoir des abandons, et donc la peur de l'abandon peut aussi évidemment générer des difficultés dans la filiation. Il peut y avoir eu des infertilités, alors évidemment ce n'est pas les infertilités de vos ascendants directs, mais vous pouvez être en lien avec une personne de votre famille qui a été infertile et quelque part venir prendre sa place dans la dynamique familiale. Puis il y a pu y avoir des violences psychiques, sexuelles, etc. qui peuvent faire obstacle. Alors c'est pas parce qu'on a ça dans son arbre que nécessairement on a des difficultés fertiles, bien évidemment. Mais parfois ça peut donner du sens, ou en tout cas ça peut donner du sens, peut vous permettre de cheminer et de faire la paix avec cette histoire. Alors deux cas. L'exemple d'une femme qu'on appellera Lynn, qui dit au début de son parcours, le but de ma vie c'était de me marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants, et pas de chance, ça ne fonctionne pas. Alors, ce que je lui ai fait faire, c'est que je lui ai fait faire ce qu'on appelle un génogramme, c'est-à-dire un arbre de sa famille. On ne va pas s'apesantir sur l'arbre parce que ce serait compliqué, mais grosso modo, ce qu'il en ressort, c'est que cette femme, elle a fait des fausses couches à répétition. Elle tombe enceinte, puis fausse couche systématiquement, elle ne comprend pas pourquoi. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a un enfant de son arrière-grand-mère dans la lignée des utérus qui est mort. Et qu'en fait, le deuil de cet enfant n'a jamais été fait. Et que c'est un espèce de tabou dans la famille, etc. Et quand on réalise ça, en fait, elle peut faire un rituel pour clore cette histoire, boucler cette histoire. Et quand elle fait ça, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Il se trouve qu'elle trouve les médecins qui lui donnent un peu plus de raison à pourquoi est-ce qu'elle fait tout le temps des fausses couches. Donc il y a à la fois une raison médicale et possiblement une raison qui est générationnelle. C'est pas forcément opposé. Okay, et donc elle réinstalle du rituel par rapport à ça, les choses s'ouvrent, on lui donne des raisons et on lui propose un don d'ovocyte. Et là, elle se dit, ouh là là, don d'ovocyte, ça me fait peur, etc. Puis en fait, en travaillant ensemble, elle réalise que en fait, c'est super cohérent avec son histoire et celle de son mari. Pourquoi c'est super cohérent? Parce qu'il se trouve que le mari, il a été adopté. Donc lui-même, il est d'origine inconnue. Et que le père de cette femme, lui-même, il n'a pas connu son propre père. Il ne sait pas de qui il est le fils. Donc, doublement, et pour elle et pour son mari, il y a une histoire d'origine inconnue. Et donc, quelque part, ça a du sens de renouveler ce quelque chose d'une origine inconnue à travers un don d'ovocyte et de donner du sens à la filiation d'une autre manière. Finalement, peut-être qu'on peut être heureux en ne connaissant pas l'intégralité de son héritage en termes d'ADN. Peut-être que la filiation, elle se situe ailleurs, dans la relation, dans le social. Et voilà, cette femme, elle intègre de façon positive la dynamique du système familial et elle dit le but de ma vie, ça devient de me développer, d'accueillir un enfant pour lui-même, finalement. Autre situation, une femme qui dit « Moi, j'ai l'impression de me programmer pour ne jamais avoir d'enfant. Hein, j'ai toujours eu le sentiment que d'une manière ou d'une autre, ce ne serait pas si simple. » Alors pareil, je lui fais faire son génogramme et qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, deux choses. D'abord, elle a une histoire, on va dire, oedipienne, c'est-à-dire une relation avec son papa, sa maman, qui ne sont pas si simples que ça. Et qui explique peut-être qu'en fait, elle cumule les histoires d'amour, mais que ça ne donne jamais vraiment, ça ne va jamais complètement jusqu'au bout et qu'elle n'arrive pas à faire un enfant dans le couple dans lequel elle est. Mais en fait, personne ne peut remplacer son père, dont elle n'a pas fait le deuil. Et puis, la mère est... la fille est parentifiée par rapport à la mère, c'est-à-dire qu'elle est la mère de sa propre mère, d'une certaine manière. C'est elle qui s'occupe de sa mère, c'est elle qui s'occupe de ses frères et sœurs, etc. Donc, dans ces conditions-là, il n'y a pas vraiment de place pour l'enfant. Donc, on met à jour tout ça. Donc, ça fait déjà un petit peu de place et on fait un travail de deuil, un travail de place. Et puis, il y a aussi des éléments dans son histoire transgénérationnelle. Tiens, on se rend compte, chose étrange, que
Finalement, son père, quand il est allé la déclarer à la mairie, il lui a donné un autre prénom que celui qui était prévu. Tiens, c'est étrange. Et on regarde dans l'arbre et on se rend compte de quoi? C'est qu'en fait, ce prénom-là, c'était le prénom de la sœur de son arrière-grand-père. Vous allez me dire, oh, c'est super loin. Ouais, mais alors, chose étrange, c'est que la sœur de l'arrière-grand-père, non seulement elle avait le prénom que porte ma cliente, mais elle avait deux prénoms. Et l'autre prénom, eh ben, c'est le prénom que ma cliente avait l'intention de donner à une petite fille. Et pas des prénoms super communs. Donc, même si elle ne connaissait pas l'existence de cette femme, en faisant des recherches généalogiques, elle a retrouvé la trace de cette femme, et il y avait quelque part une transmission qui s'était faite sur un plan inconscient, et qui faisait que ma cliente était mise à la place de cette fameuse femme qui portait les mêmes prénoms. Et cette femme, figurez-vous, ben, elle s'est rendue compte à travers la recherche dans les actes d'état civil que cette femme n'avait jamais été mariée, qu'elle était morte à plus de 70 ans, célibataire, et qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Autrement dit, ma cliente, qu'on appellera Cécile pour l'occasion, eh bien, elle a été mise par son père, qui a changé le nom prévu à la déclaration à l'état civil, elle a été mise à la place de cette femme qui n'a jamais eu d'enfant, et donc le système familial avait besoin que d'une manière ou d'une autre, on garde la mémoire. Ouais. Donc, voilà, on peut aller parfois sur des choses comme ça et avoir besoin de libérer la place. Donc ça, c'est pour faire la paix avec son histoire. Maintenant, je vous disais, là, vous êtes en train de faire des choix qui révolutionnent sacrément vos conceptions. Vous n'aviez pas imaginé concevoir un enfant de cette manière-là. Personne n'avait imaginé concevoir un enfant de cette manière-là. C'est pas forcément grave, mais c'est quand même une sacrée révolution. C'est même sûrement pas grave, mais ça nous bouscule pas mal. Donc il y a quand même la question de savoir c'est bien, c'est mal. Tous on se la pose, nécessairement. Il faut d'abord renoncer à son plan A. Et ça, c'est pas toujours simple. Il faut faire le deuil du plan A. Puis choisir des nouvelles options avec des tiers, l'aide d'une équipe médicale, un donneur, un donneuse, et aller à l'étranger. Ce qui n'est pas rien non plus. Hein. On peut se sentir un peu clandestin parfois, en étant obligé d'aller à l'étranger. Donc il faut oser faire différemment et transgresser un certain nombre de croyances personnelles, familiales, sociétales, et puis parfois des règles ou des lois nationales. Alors Philippe nous a redit, hein, c'est pas... enfin voilà, on est à la limite au niveau de la loi, c'est pas complètement interdit, mais enfin on ne se sent pas non plus complètement accueilli dans son projet de conception par un nouveau site en France, pour le moins. Ok, en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à transgresser ou à questionner? Notre rapport à Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, le rapport à ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. Il y a des gens qui disent non mais c'est pas naturel, moi je voulais faire les choses naturellement, etc. Ok, c'est quoi naturel? Depuis que le monde est monde, est-ce que les gens font des enfants de façon naturelle? Je vais vous parler un peu de la Bible après, vous allez voir qu'on a trouvé des façons de faire pas si naturelles que ça. En tout cas très sociétales. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça parle de marchandisation des corps? Ben ouais, grande question. Je ne vais pas apporter une réponse à cette question, mais ça fait partie des questions que vous posez au cabinet. Est-ce qu'on ne va pas se sentir en dette par rapport à ce don qui nous est fait? Est-ce qu'en payant la clinique, on aura payé notre dette? Est-ce que ça suffit à payer notre dette? Ben ouais, pour beaucoup de personnes, ça se pose cette question-là. Peut-être que quand on donne la possibilité à d'autres d'être informés, etc., c'est une façon de payer sa dette, par exemple. Est-ce qu'on se sent illégitime dans la honte? Et est-ce que finalement, il n'y a pas des risques d'inceste aussi dans cette histoire? Il y a des grands fantasmes autour de « et si mon enfant rencontre un autre enfant qui avait été conçu avec le même don ?» Vous êtes posé cette question déjà? Non? Bon, moi je rencontre des gens qui régulièrement se posent cette question-là. Évidemment, la probabilité est extrêmement faible. Mais pour un certain nombre de personnes, ça vient questionner. Et puis voilà, il y a est-ce que c'est juste de se sentir un peu clandestin, d'aller ailleurs? Voilà, si mon pays ne le permet pas complètement, ne l'aide pas vraiment, est-ce que je suis légitime à faire ce genre de démarche? Alors, quelques exemples. Je vous parlais de la Bible. Eh bien, voilà. Abraham, Sarah, ça vous dit quelque chose? Ouais, vous avez quelques références? Bon, Abraham, Sarah était infertile. Enfin, on dit Sarah était infertile. Peut-être Abraham aussi, mais bon, elle a conçu un enfant à plus de 90 ans, Isaac. Enfin, avant, elle avait dit à Abraham,
puisqu'on n'a pas d'enfant, tu vas faire un enfant à notre servante, hein, c'est le fameux Ismaël. Bon voilà, comment est-ce qu'on résolvait les problèmes de fertilité? Quand la nature ne faisait pas son boulot, on trouvait des solutions sociétales. Déjà dans le temps de la Bible. Donc c'est quand même intéressant qu'un texte fondateur de notre culture, de notre civilisation, ait déjà beaucoup parlé d'infertilité et de solutions sociales à cette infertilité. Alors, c'est vrai à la génération de Sarah et d'Abraham, mais enfin, on se rend compte qu'il y a encore des histoires d'infertilité entre Isaac et Rebecca. Rebecca, elle fait X fausses couches, elle a des enfants mort-nés avant d'avoir des jumeaux, et quand elle a ses jumeaux, elle perd son utérus. Et son propre fils, Jacob, il épouse 2 femmes, dont une est hyper fertile et l'autre, Rachel, est infertile. Et Rachel, il se trouve qu'elle est elle-même la fille d'une femme qui est morte en couche, et elle-même elle va mourir en couche. Enfin, on voit que déjà dans la Bible, on nous raconte comment, parce que l'infertilité c'est une histoire transgénérationnelle. Et on nous raconte aussi comment on trouve des solutions sociétales, là en l'occurrence, non pas à travers de la GPA, mais c'est une espèce de GPA plus don d'ovocytes, quoi, hein. On demande à une femme de concevoir à notre place, et donc Rachel et Léa d'ailleurs vont avoir des servantes qui vont faire des enfants pour elles. Ces servantes étant leurs demi-sœurs, mais je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, ce sera un peu compliqué. Dans la Bible, on nous rend compte aussi que la conception, ça peut se faire aussi d'une façon un peu particulière, avec l'aide du divin, hein, c'est l'histoire de Jésus. Okay. On a la même histoire avec Bouddha. Bon bref, tout ça pour vous dire que depuis que le monde est monde, finalement, cette histoire de conception, c'est pas si simple que ça, et ça n'est pas... c'est autant une histoire sociale qu'une histoire biologique. Donc ce que vous êtes en train d'écrire, c'est une histoire et sociale et biologique, vous aussi, c'est juste une nouvelle étape dans l'humanité. Alors, quelques exemples cliniques, on va dire, autour du choix, de la transgression. Une femme vient me dire en disant « Nous hésitons à continuer les FIV ou encore à adopter ». Le don d'ovocytes n'est absolument pas dans le champ à ce moment-là. C'est juste, elle ne veut pas en entendre parler. C'est soit la FIV avec ses propres gamètes, soit l'adoption. Et on arrive à la fin à « Nous allons tenter une FIV d'eau ». Alors, je vais juste vous dire en quelques étapes comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Vous voyez, pareil, je lui fais faire son arbre. Et là, on se rend compte qu'il y a une drôle de chose en termes de prénomination. Je vous ai parlé des noms tout à l'heure. Et bien là, de la même manière, en fait, on se rend compte que cette femme, qu'on appellera Anne, elle a 2 tantes, une du côté paternel et une du côté maternel, qui s'appellent Anne, et qui sont toutes les 2 aussi infertiles. Dingue. Et elle a 2 sœurs, et ces sœurs, on ne les a pas appelées Anne. C'est elle qu'on a appelée Anne. Donc c'est elle qu'on a mise à la place de la femme infertile. Donc en loyauté à ses tantes, elle aussi, elle a du mal à concevoir un enfant. Et puis il se trouve, voilà, il y a aussi, il y a d'autres femmes qui ont le même prénom et puis qui n'ont pas nécessairement été infertiles dans l'arme, mais qui ont pu avoir des difficultés autour de la maternité ou des événements graves, type mort du conjoint, etc., au moment de la fertilité. Donc tout ça, forcément, ça vient peser. Donc faire la paix avec ça, et faire un travail sur les places, et se désidentifier de ces femmes à la place desquelles on nous a mis, ça libère sérieusement d'espace. Puis deuxième chose, en regardant l'arbre de cette famille, en parlant de la famille de cette femme, on se rend compte que ses frères et sœurs, en fait, ils ont conçu des couples métissés, avec des gens qui viennent d'ailleurs. Donc elle a des neveux et nièces qui sont métissés. Et se rend compte aussi qu'à la génération de ses grands-parents, en fait, elle a comme des grands-parents d'adoption, on va dire, des gens, pour plein de raisons que je n'expliquerai pas là, mais elle se rend compte que finalement, dans sa famille, les liens du cœur, ça compte plus que les liens du sang. Et du coup, en intégrant cette dynamique familiale et ce tiers, elle peut se dire, finalement, nous sommes une famille composée. Depuis plusieurs générations, on est une famille composée. Il y a des liens biologiques, mais il y a aussi des liens du cœur. Et l'ADN de notre famille, c'est pas l'ADN qu'il y a dans nos cellules, c'est ça. C'est cette façon-là de faire famille, en accueillant l'autre, l'ailleurs, le métissage. Alors, je disais tout à l'heure, c'est important d'explorer son désir quand on fait des chemins comme cela. Si vous posez la question du don d'ovocytes, ou si vous avez choisi d'avoir recours au don d'ovocytes, c'est que d'une manière ou d'une autre, de façon plus ou moins implicite ou explicite, vous vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qu'on désire. Parce que quand on dit « je veux avoir un enfant », ou on veut faire un enfant, ça veut dire plein de choses en réalité. Alors quand on le fait sous la couette, on n'a pas trop de questions à se poser. On veut le faire,
on met les moyens pour le faire, 9 mois plus tard il est là, fantastique, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Mais quand on se pose des questions pendant des années, puis qu'on se pose la question de savoir comment on va y aller, bah, ça demande de savoir, faire un enfant, ça veut dire quoi pour nous? Parce que le désir, ça peut être de faire un enfant, mais ça peut être d'avoir un enfant, ça peut être d'aimer un enfant, ou ça peut être d'être parent. Et c'est pas tout à fait la même dynamique. Il y a un peu de tout ça chez chacun d'entre nous, mais c'est pas tout à fait la même chose. Si on veut faire un enfant, ça veut dire qu'on veut faire du même, c'est-à-dire qu'on veut qu'il ait tes fossettes, je veux qu'il ait tes yeux, je veux qu'il me ressemble, je veux que quand je le vois à 2-3 ans, bah, ce soit le même que moi sur la photo quand j'avais 2-3 ans. Donc ça peut paraître un peu narcissique, mais on a tous quelque chose dans notre désir d'enfant qui procède de cette envie de faire du même. Et puis on peut avoir envie de faire un cadeau à son conjoint, de faire un cadeau à ses parents, et donc voilà, de réparer, enfin de répondre à sa dette de vie. On peut avoir envie, à contrario, on va dire, non pas de faire du même, mais d'aimer un autre. C'est-à-dire un enfant qui est nécessairement par essence différent de nous, hein, parce que de toute façon, même quand il nous ressemble, croyez-moi, il peut être très différent sur un plan psychologique. Et là, on peut être dans la dynamique de on veut donner, on veut recevoir, etc. Évidemment, si on veut faire un enfant ou si on veut aimer un enfant, on ne va pas faire les mêmes choix. Si on veut faire un enfant qui nous ressemble, c'est pas facile d'avoir accès aux dons. Ouais. Alors que si on veut aimer un enfant pour lui-même, c'est plus facile d'avoir recours aux dons ou à l'adoption, ça va de soi. Et dans un couple, ça peut se discuter, on peut ne pas en être au même endroit, au même moment, ensemble. Ou même à l'intérieur de soi, on peut parfois se sentir en conflit entre ces différents désirs. Et j'ai juste envie de vous dire, c'est normal d'être en tension par rapport à ça. Mais on le dit un peu trop peu. On dit, tu veux un enfant? Bah écoute, t'as qu'à mettre les moyens, quoi. T'as qu'à adopter. Ben non, pour moi, c'est pas si simple. Ou t'as qu'à faire un nouveau site. Ouais, mais laissez-moi le temps de l'intégrer. Okay. On peut avoir envie d'avoir un enfant, un peu comme un attribut, pour avoir un statut, une classe sociale, etc. Quand on est là-dedans, dans du même et l'attribut, c'est qu'on est dans un désir de conformité, d'appartenance. Bon, ok, ça fait partie du désir de chacun d'entre nous. Hein. C'est juste que c'est des histoires de proportion. Mais on peut aussi avoir envie d'une initiation, d'une validation. Je veux absolument être enceinte. Je veux savoir ce que c'est que cette expérience initiatique d'être enceinte. Donc, si j'ai besoin de cette expérience initiatique d'être enceinte, bah, effectivement, je vais plus facilement avoir recours au don d'ovocytes ou au don d'embryon qu'à l'adoption. Okay. Et c'est ok. Je ne suis pas une mauvaise personne parce que je préfère porter mon enfant que l'adopter. C'est juste, voilà, être au clair sur ses désirs, c'est super important. Pour soi, pour son bien-être maintenant, puis pour le bien-être de l'enfant par la suite. Donc là, on est dans un désir de fécondité. On peut aussi avoir envie d'être un enfant pour se sentir adulte, pour se sentir un homme, une femme. On est dans des désirs plus identitaires, ou envie d'être un parent, donc dans un vrai désir de paternité, de parentalité. Tout est ok. C'est juste que, voilà, chacun d'entre nous, on se projette différemment par rapport à ces désirs-là. Et quand on a des choix à faire, c'est important d'être au clair pour soi-même, et c'est important d'être au clair avec son conjoint si on est en couple. On n'a pas à le faire quand on conçoit un bébé sous la couette, mais là on doit le faire, et c'est important, je crois, de pouvoir le faire. En tout cas, c'est ce qui permet de faire des choix éclairés, en conscience, et de les assumer. Alors, il y a plein de techniques pour explorer son désir. On peut travailler avec des images, on peut travailler avec des collages, on peut travailler avec des petits personnages. J'ai mis quelques exemples là-bas pour ceux qui voudront en discuter. Voilà, on peut même travailler ça de façon ludique. C'est juste ce que j'avais envie de dire. Alors, je disais, voilà, on doit faire ses choix de façon éclairée, en responsabilité et en conscience, parce qu'évidemment, ça va influer sur le devenir de l'enfant. Donc, voilà, être au clair pour soi, c'est important. Être au clair aussi par rapport aux contributeurs, aux donneurs. Savoir finalement, si on doit se sentir toute sa vie redevable, c'est un peu compliqué. En tout cas, on peut se sentir redevable et trouver des moyens créatifs de payer de sa dette, hein, voilà. Mais si on doit se sentir coupable toute sa vie, par exemple, c'est-à-dire si, je sais pas, si par exemple on se dit oh là là, on m'a dit autour de moi qu'en fait j'avais exploité une femme. Je suis assez crue, hein, mais il faut dire les choses. J'avais exploité une femme et je vais avoir ça sur la conscience toute ma vie. Si j'ai ça sur la conscience toute ma vie, j'ai ça aussi sur la conscience de mon enfant, d'une certaine manière. Je fais peser ça sur mon enfant. Donc c'est pas un cadeau que je lui fais.
Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'être au clair avec ça, puis de faire la paix avec ça, puis de donner du sens à ce que vous êtes en train de faire et à ce que la donneuse ou le donneur est en train de faire. Parce que si vous donnez un sens positif à ça, alors vous mettez dans le, je dirais dans le berceau de votre enfant des choses qui vont être aidantes pour lui et qui vont lui permettre de se construire. Voilà, il faut aussi pouvoir donner du sens à sa famille et puis aussi aux générations d'enfants qui viendront au monde de ces modalités de conception. À mon avis, ce sera devenu quelque chose d'assez normal, banalisé, etc. Mais bon, voilà, c'est quand même des questions qu'on peut se poser à votre génération. Alors, troisième point, donc je vous disais, intégrer son histoire, au carrefour, prendre des décisions, être au clair sur les décisions qu'on prend, puis après, cheminer avec ça et construire une nouvelle vie. Alors, quand vous faites un don, il y a quand même une étape super importante, et certains ont déjà fait des FIV avant et c'était déjà important, mais ça paraît encore plus important quand on part à l'étranger, c'est de se préparer pour se donner le maximum de chance. Philippe disait tout à l'heure, plus il y a de stress, moins il y a de réussite. Donc effectivement, à contrario, plus on est confortable avec ce qu'on est en train de faire, plus on est en paix avec ce qu'on est en train de faire, plus on a fait une espèce de préparation, programmation mentale, émotionnelle, relationnelle de ce qu'on va faire, et plus on se donne des chances de réussite. Et ça, je ne fais pas des statistiques, mais je le constate vraiment très régulièrement avec les couples que je rencontre. C'est-à-dire que quand un couple est vraiment bien préparé, même avec des conditions médicales a priori pas super favorables, quand même on a des grossesses. Parce qu'il y a un vrai climat qui permet d'accueillir un enfant. L'enjeu pour moi dans cette préparation que je propose, c'est de préparer ce que j'appelle l'enceinte. Là, vous voyez 3 cercles. Pour qu'on accueille le cercle vert, c'est-à-dire une nouvelle vie, un enfant, il faut que le cercle bleu, là, la maman, elle puisse former une enceinte. Alors ça veut dire que la working girl, elle doit faire un passage de relais aussi à la mère. Hein, c'est-à-dire que si on est tout le temps dans le contrôle, etc., c'est pas très facile d'être dans la réceptivité de la femme qui reçoit un embryon. Donc il y a souvent tout un travail là sur la dynamique intra-féminine à faire. Et celui qui va être le garant de ça et qui va faire enceinte autour de la femme qui veut être enceinte, c'est le conjoint. Quand il y a un conjoint. Puis quand il n'y a pas de conjoint, on réfléchit avec les femmes célibataires de comment est-ce qu'elles peuvent trouver des ressources autour d'elles pour avoir des gens qui, d'une manière ou d'une autre, fassent enceinte. De façon concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, une femme, pour pouvoir vraiment être dans sa réceptivité, dans l'accueil, en lien avec son utérus, en lien avec sa matrice, au moment où elle va recevoir un embryon, elle a besoin d'être dégagée des contraintes logistiques. Passer les coups de fil, savoir où on en est, des traitements, des machins, des trucs, l'hôtel, les clés, la voiture de loc, la place de parking, c'est pas son truc. C'est pour vous, messieurs, ça. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme travail avec les couples? Concrètement, on dessine. C'est quoi les différentes étapes? Là, vous allez avoir un traitement, vous allez aller à la clinique, monsieur va y aller d'abord, madame va y aller ensuite, on rentre dans le très concret. Hein. Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être eu l'impression que je vous parlais de choses un peu abstraites, etc., ou qui ne font pas partie complètement de votre champ de conscience pour certains d'entre vous, mais là, on est dans le très concret, donc on écrit toutes les étapes, on fait un rétro-planning, on écrit le calendrier, etc., et on dit, bon, ok, qui va faire quoi? Puis après, moi, je pose la question, je dis, mais alors là, madame, monsieur, vous avez besoin de vous sentir dans quel état émotionnel pour que ça se passe bien? Alors chacun dit, moi j'ai besoin de ça, puis moi j'ai besoin de ça, ok. Et qu'est-ce qui vous permettrait d'avoir ça? Il faudrait que je pense telle et telle chose, ou il faudrait que mon conjoint me dise telle et telle chose, enfin, etc. Et ensemble, on tricote les conditions, on fait une espèce de programmation pour que chacun ait les ressources dont il a besoin au moment clé. Et puis on sculpte tout ça aussi dans l'espace, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que monsieur puisse entourer madame de la bonne manière, qu'il soit bien ancré dans le sol, etc., que madame puisse se reposer sur lui, qu'elle puisse du coup être en contact avec son utérus, sa matrice, enfin voilà, des choses comme ça très concrètes pour chaque couple. C'est un petit peu différent, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Et ça, franchement, c'est essentiel de préparer cette enceinte pour accueillir un embryon. Alors, c'est aussi se poser la question dans ce temps de rétro-planning, là, où on se programme pour accueillir un embryon, c'est aussi se poser la question de quelle va être la place de la sexualité dans cette affaire. On a une sexologue ici, je pense qu'elle aura aussi des choses à vous dire là-dessus. Oui, parce que bon, quand même dans nos cerveaux et dans ce qu'on a hérité de l'humanité depuis la nuit des temps, les enfants, ça se fait à travers la sexualité. Alors peut-être que nous, ça va se faire de façon différente, hors sexualité, mais quand même, comment est-ce qu'on met les corps à la fête dans cette affaire? Alors je sais que les médecins vont nous dire que non, il ne faut pas qu'il y ait de sexualité à ce moment-là. Ouais, ok, et on peut respecter la recommandation médicale, et en même temps qu'on respecte la recommandation médicale, ou pas, on peut peut-être
manière d'intégrer quelque chose du corps, quelque chose de la relation, quelque chose de l'intime, dans une forme de sexualité qui, voilà, qui viennent englober ce qui est en train de se passer, qui viennent s'intégrer dans ce qui est en train de se passer. Voilà. Et la sexualité, c'est pas nécessairement juste la pénétration. Je suis crue, voilà. Il y a plein de façons d'être dans un lien intime dans ce moment-là. Donc ça, c'est aussi des choses qui se discutent en consultation, et on se rend compte en général que les couples n'en ont pas parlé, qu'on n'ose pas, etc. Et en même temps, c'est crucial aussi d'aborder ce point-là. Parce que, après avoir eu une sexualité procréative infructueuse, après avoir dissocié la sexualité de la reproduction, donc faire une reproduction sans sexualité, on a besoin aussi d'intégrer une sexualité recréative, c'est-à-dire quelque chose qui nous régénère. Et puis, voilà, on prépare l'accueil de l'embryon, mais il va falloir aussi anticiper la suite de l'histoire. Alors la suite de l'histoire, c'est quoi? C'est des temps de reconnaissance réciproque. C'est-à-dire qu'il va y avoir la grossesse. Est-ce que je vais l'accueillir? Comment je vais l'accueillir, cet embryon-là? Est-ce que je vais le reconnaître comme faisant partie de moi, comme étant, voilà, un être que je peux porter? Il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions là-dessus. Et à la naissance, quand je vais poser le premier regard sur lui, et surtout quand quelqu'un de la famille va dire « Oh là là, comme il te ressemble, comment je vais réagir? Est-ce que je vais... qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire quelque chose? Est-ce que je vais rien dire ?» Ce qui est important, c'est pas tellement ce que je vais dire ou ce que je vais pas dire à la personne qui m'a dit « Oh là là, comme il te ressemble ». Ce qui est important, c'est ce que je vais ressentir à ce moment-là. Est-ce que je vais être confortable ou est-ce que je vais être mal à l'aise? Parce que mon confort ou mon malaise, ça, c'est ce que je vais transmettre à l'enfant que j'ai sur moi, dans mes bras. Et ça, c'est une information cruciale que je dépose dans son berceau. Et pour la suite de son histoire. La reconnaissance, c'est aussi voilà, la reconnaissance de la participation du médecin. Et c'est aussi, quand on va rencontrer le médecin pour la première visite médicale, c'est quoi les antécédents médicaux, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, quand l'enfant va dire comment on fait les bébés, qu'est-ce que je vais lui dire à ce moment-là? Évidemment, je ne vais pas lui dire la même chose à tous les âges, mais de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais lui dire? L'anticiper, c'est pas mal. Puis aussi, il y a la question de savoir quand est-ce qu'on va lui dire qu'il a été conçu comme ça. Alors souvent, je pose la question au couple. Les gens disent, ou alors les gens disent, on ne sait pas trop quand on doit lui dire. Alors souvent, il y en a un qui dit, on lui dira quand il pourra comprendre. J'ai à votre avis, à quel âge est-ce qu'il pourra comprendre? Oh, 7-8 ans. Alors, moi j'ai tendance à dire, voilà, d'autres l'ont dit bien avant moi, évidemment, enfin Dolto et d'autres ont dit, bah, il comprend tout de suite. Donc voilà, c'est comment est-ce que vous pouvez écrire une histoire où vous parlez de ça, ces modalités de conception à votre enfant, déjà quand il est in utero, puis quand il arrive, etc. Puis plus vous allez le dire, plus ce sera facile de le dire, plus ce sera juste une évidence. Voilà, est-ce que vous pourrez lui dire quelle est l'origine de vos problèmes et pourquoi vous en êtes arrivé là? Et puis après, il va se poser la question de savoir, pour cet enfant, qui est-ce qu'il voit dans le miroir? Évidemment, il va vous voir, vous, parce que par mimétisme, il aura pris toutes vos habitudes, vos façons de parler, etc. Mais voilà, à l'adolescence, crise identitaire, il saura qu'il a été conçu avec un don ou un double don, bah forcément, il se posera la question de savoir, il y a qui derrière? C'est pas grave qu'il se pose la question. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez préparé à l'accueillir dans ce questionnement-là et que vous soyez à l'aise avec ce questionnement-là. Ouais. Et puis, il y aura forcément pour cet enfant à un moment donné la question de savoir mais qu'est-ce qui l'a motivé à donner ce donneur, cette donneuse? Si vous-même vous racontez que ce qui l'a motivé à donner, bah, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le sens de l'humanité, etc. C'est pas la même histoire que si vous vous racontez que vous avez exploité. Et votre enfant, forcément, il sera confronté à la société avec des gens qui lui diront des bonnes choses qui vont le porter et des choses qui seront moins sympas. Donc, voilà, toute la préparation mentale que vous auriez faite avant, toute la préparation que vous aurez faite en conscience, c'est crucial. Et puis, il va y avoir le récit des origines, c'est-à-dire tout ce que vous aurez à dire sur votre histoire familiale, transgénérationnelle, votre histoire individuelle en tant que parent, l'histoire de votre désir d'enfant, votre histoire de couple, et puis l'histoire de l'enfant, sa gestation, sa conception, sa gestation, sa naissance, sa croissance, tout ça. Tout ça, c'est des éléments auxquels vous pouvez vous préparer. Et puis, il y a quelque chose d'absolument crucial, c'est à quelle place vous allez vous mettre en tant que parent. Est-ce que parce que vous êtes un parent qui a reçu un don, vous êtes un parent de seconde zone? Bah non,
vous êtes pleinement parent. Ben ouais, mais il faut en être sûr. Et c'est pas toujours si simple que ça. Donc voilà, à quelle place on se met en tant que parent et à quelle place on met le donneur et la donneuse dans la relation entre parents et enfants, dans la relation de couple, et puis en lien avec les générations futures, et à quelle place on met l'équipe médicale. Parce que bon, quand j'entends dire tel médecin, maintenant c'est le père de nos enfants, et je l'ai lu ici et là, il y a un petit problème de place. Vous êtes d'accord? Même si on peut être plein de gratitude pour le médecin qui nous a aidés, l'équipe médicale qui nous a aidés, bien évidemment. Mais chacun a sa place. Et puis, quelle place pour la société et la législation? C'est-à-dire que voilà, la loi, elle autorise des choses, elle n'en autorise pas d'autres. Bon, ben voilà, à quelle distance on met notre projet et notre réalisation de ça? Ça, c'est essentiel, et notamment l'histoire de la place du donneur. Je vais vous montrer quelques exemples de comment on travaille, notamment avec des petits personnages sur la place des uns et des autres. Et puis, il va y avoir la question d'échange, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on a reçu un don? Ben voilà, qu'est-ce qu'on fait comme contre-don? Est-ce que ce que j'ai donné comme argent, ça suffit pour moi comme contre-don? Est-ce que j'ai besoin de donner un autre don en donnant mon temps à une association? Enfin, c'est vrai que ça, à chacun d'être au clair sur est-ce que la balance des comptes est OK, il est clair? Ou est-ce qu'il reste des dettes? Bref, tout ça pour dire que faire famille, c'est tisser des identités, des appartenances, et ça suppose de poser les questions de reconnaissance, d'origine, de place, d'échange, et que dans ces modalités nouvelles de conception, qui ne vont quand même pas tout à fait de soi pour nous, parce qu'on vient d'un monde et d'une humanité où c'était pas forcément si évident ou pas la norme, bah, ça a besoin de se réfléchir, ça a besoin de se raconter pour construire une nouvelle vie. Alors, quelques exemples, voilà. Exemple de ce que je fais faire à des couples, voilà, je leur fais dessiner leur parcours, je leur fais situer des éléments de la famille, etc. Je leur fais intégrer les fausses couches, etc. Enfin voilà, pour que voilà, il y ait de la paix par rapport à tout ça. Petit exemple, une femme qui me dit, j'ai une acceptation, alors je parle beaucoup de femmes, mais effectivement les messieurs viennent rarement me voir tout seuls. Mais ils peuvent, ils sont les bienvenus, mais souvent voilà. Les gens viennent en couple ou les femmes viennent seules. Cette femme me dit, j'ai une acceptation intellectuelle mais pas émotionnelle du don d'ovocytes. Je sens bien que bon, avec ma tête je me dis ok, on va y aller, j'ai pris rendez-vous avec une clinique, mais bon, dans mon cœur, c'est pas tout à fait ça. Parce que le fait qu'on ne mélange pas nos deux gènes, bah, ça demande de faire le deuil, c'est pas simple. Et puis finalement, je me sentirais peut-être pas maman biologique, alors qu'on sait qu'il y a des échanges maternaux-fétaux, etc. Vous savez tout ça qui font que vous donnez aussi quelque part de votre biologie à cet enfant, mais quand même. Alors elle dit, est-ce que je vais accepter pleinement cette maternité avec don d'ovocytes? Et je lui fais mettre des petits personnages, là vous les voyez d'en haut, vous voyez les têtes. Donc là on voit au centre, là en jaune et rouge, le papa, la maman, les possibles enfants, tout un tas de gens autour. Et tant qu'elle en est là, elle dit, bah non, j'accepte pas vraiment. Alors je lui fais mettre, je lui dis, bah choisissez voilà, soit une personne, soit un objet pour représenter la donneuse. Elle choisit une petite étoile. Au départ, elle la met très très loin sur le champ, à distance. Finalement, il y a non, ça va pas comme ça va toujours pas. Puis finalement, elle la rapproche, et elle la met juste à côté d'elle, là. Et puis en la mettant juste à côté d'elle, elle se dit, bah, finalement, comme ça, c'est ok, je suis en paix. D'accord? Donc voilà, on cherche, pour chacun c'est différent, mais pour chacun il y a un chemin à faire pour intégrer un espace pour la donneuse. Ou le donneur, hein, bien évidemment. Autre exemple, un couple qui me dit, bah, nous on souhaite un bonheur à 3. Alors je leur fais mettre qui va participer à ce bonheur. Alors vous voyez l'enfant là et les parents, puis alors finalement ils ne sont pas à 3, hein. Ils sont nombreux. Hein. Bon voilà, donc un bonheur à 3, ouais, mais avec pas mal de monde autour. Puis je leur dis, bon, bah, et alors la donneuse, vous la mettez où? Et ce qui est très intéressant, c'est que monsieur et madame ne la mettent pas à la même place, et ils ne la représentent pas de la même manière, et c'est pas grave, mais ça permet d'installer le dialogue. Alors madame, elle la met là, la donneuse, elle la met un peu loin du champ, d'accord, mais en même temps, elle lui donne une figure humaine. C'est-à-dire que je constate que les femmes s'identifient beaucoup à la donneuse, ou identifient la donneuse à elle. La donneuse, c'est une femme en chair et en os. C'est une femme qui a subi un traitement hormonal. C'est une femme qui a eu une ponction. C'est une femme qui est passée, à certains égards, par les mêmes étapes qu'eux, en même temps que c'est une femme qui a peut-être déjà eu des enfants ou qui aura des enfants. C'est une femme fertile, là où on est infertile. Donc il y a quelque part à la fois une identification à cette femme qui en même temps, cette femme elle est différente et il peut y avoir quelque chose d'une rivalité d'une certaine manière psychique au sens où elle peut ce que moi je ne peux pas. Puis en même temps il y a beaucoup de gratitude vis-à-vis de cette femme. Là il y a un merci, hein, avec l'idée que tout le temps je vais lui
se parle souvent comme ça, pas toujours, mais souvent. Pour monsieur, c'est différent. Monsieur, il fait un petit cercle autour de l'enfant. Alors madame a dit, non mais ça va pas. Si tu mets un petit cercle autour de l'enfant, mais ça veut dire que l'enfant il nous est plus accessible, c'est l'enfant de la donneuse. Et monsieur dit, mais non, c'est pas tout à fait ça. C'est que, en fait, la donneuse, elle sera toujours là, quelque part, à travers les traits de l'enfant. Ça, pour madame, c'est pas si simple que ça, mais en même temps, monsieur, il apporte cette parole-là. Et c'est une réalité. C'est qu'elle sera toujours là, quelque part, à travers les traits de l'enfant. Et c'est pas nécessairement un problème, si on n'est plus en rivalité. Voilà, donc, tout ça pour vous dire que c'est un cheminement psychique, et c'est un cheminement psychique éventuellement à deux, et que c'est intéressant de le travailler de cette manière-là. Autre exemple, autre exemple autour du secret. Ben oui, parce que se pose toujours la question de savoir, on doit le dire ou on ne doit pas le dire, avec un certain nombre de gens qui disent, bon, on le dira peut-être, mais quand il sera un peu plus âgé. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je milite plutôt pour que ce soit dit tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai constaté aussi dans ma clinique que quand c'est pas dit tout de suite, ça fait des ravages. C'est-à-dire, tous les détracteurs aujourd'hui du don, qui disent, ah, les enfants nés de dons de sperme vont mal. Un certain nombre d'enfants nés de dons de sperme vont mal. Mais s'ils vont mal, c'est peut-être moins parce qu'ils ont été conçus via un don, que parce qu'il y a eu pendant très longtemps secret et tabou sur ce don dont ils sont issus. Exemple, une femme vient avec des difficultés à concevoir et elle dit « Pourquoi est-ce que je me sens si seule dans ce parcours-là et de façon générale ?» Et je lui demande de positionner voilà, qui participe à ce projet d'enfant. Et alors vous voyez que là aussi, pour quelqu'un de seul, il y a du monde. Hein. Elle est là, dans le petit bateau, etc. Mais au début, il n'y a pas tous les personnages. Il y a l'essentiel des personnages, mais il n'y a pas les deux petites étoiles et il n'y a pas le personnage qui est là-bas derrière. Donc effectivement, si vous imaginez que ceux-là ne sont pas là, ben, elle est un peu toute seule. Elle a personne devant, personne derrière, etc. Elle a du monde à côté, mais elle se sent seule. Et en fait, elle me raconte son histoire, et son histoire, c'est que elle a appris, il y a quelques temps, que, en fait, à la naissance, elle n'était pas seule. Et qu'il y avait eu des morts in utero et à la naissance. Et ça, elle l'a pris assez tardivement, donc ça a longtemps pesé sur son parcours. Et elle vient d'apprendre qu'en fait, s'ils étaient plusieurs, c'est parce qu'ils avaient été conçus via une PMA et que cette PMA avait été faite avec un don de sperme. Mais ça, elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que son père n'était pas son géniteur. Et donc, c'est parce qu'elle a des difficultés fertiles qu'on lui révèle. Okay. Et donc, on installe ensemble deux petites étoiles pour ceux qui ne sont pas nés ou qui n'ont pas survécu à la naissance. Et on installe un personnage derrière, là, qui est une espèce de Père Noël qui a donné son sperme pour elle. Et là, tout d'un coup, elle dit, ben, ok, comme ça, je me sens moins seule, je suis entourée. Parce qu'on a redonné de la place à ceux qui avaient été complètement niés, qui avaient été sous le secret pendant tout ce temps-là et qui pour autant pesaient sur elle. Et donc réintégrer cette part-là de son histoire, ça la remet en pipée. Et on voit bien à travers une histoire comme celle-là, comme c'est difficile de créer soi-même quand on est le fruit ou au cœur d'un secret et qu'il y a des fantômes qui rôdent. Donc mon travail, c'est ça. C'est de remettre chacun à sa place et c'est de ramener les fantômes dans la lumière pour qu'ils ne pèsent pas de façon inutile sur les projets. Alors, se pose pour beaucoup la question de savoir comment on va représenter la transmission du donneur. Je pense notamment, il y a probablement ici dans la salle quelques femmes célibataires, mais c'est valable aussi pour les couples. Il y a la question de savoir, voilà, pour une femme célibataire, comment est-ce qu'on va inscrire un enfant dans un arbre généalogique d'une certaine manière alors qu'il va manquer une branche. Ouais. Est-ce que je peux parler de ma famille à mon enfant puis en même temps être toujours avec l'idée qu'il lui manque quelque chose? C'est pas facile hein, si je suis toujours avec l'idée qu'il lui manque. Donc comment est-ce qu'on peut construire ces représentations pour dire qu'en fait il ne lui manque rien, il a autre chose, c'est une autre forme de représentation. Donc voilà, c'est juste un petit exemple, mais comment est-ce qu'on peut travailler sur la métaphore de l'arbre d'une autre manière et montrer qu'il y a en fait deux arbres, il y en a un qu'on connaît moins, mais on a quand même des éléments sur son essence et puis on peut l'imaginer, etc. Puis on peut faire travailler l'enfant aussi là-dessus. Je ne vais pas plus loin là-dedans, mais c'est pour vous dire que tout ça, c'est lié vraiment à nos conceptions. Mais si on parle de l'idée qu'il y a du secret ou de l'idée qu'il y a du manque, bah forcément, on transmet ça dans le berceau de notre enfant. Ça ne va pas vraiment dans le sens du bien-être. Raconter, c'est aussi investir sa parentalité, tout en donnant une place au donneur.
un couple vient me voir en me disant comment on peut donner une place aux donneurs. Et voilà, il place des possibles enfants et madame met les donneurs derrière en disant ben voilà, les donneurs nous ont donné quelque chose, mais bon, après nous on fait une cellule familiale avec nos enfants. Et monsieur a une vision un peu différente. Monsieur a une vision où il y a les enfants qui font face au couple parental et puis les donneurs ils sont là derrière les enfants. Et monsieur dit ben, quand les enfants sont là, non seulement les donneurs nous font face, mais en plus les donneurs ils pèsent sur les enfants. Et monsieur dit ça me fait peur en fait que cette voilà qui devient le fantôme des donneurs là qui pèse sur les enfants. Et il met en scène sa peur et alors je lui propose de mettre les donneurs derrière comme madame l'avait fait. Et là il dit ouh ça va beaucoup mieux. Et il dit finalement là je sens que mon rôle c'est d'être un rempart puissant. D'accord? Donc ok on accueille le don mais après on fait famille entre nous. Et puis je lui propose de tourner les enfants vers leur avenir, là où les enfants ont. Et puis là il dit ah mais mon rôle c'est non seulement d'être un rempart puissant mais c'est de soutenir mes enfants vers leur avenir. Voilà un exemple de comment est-ce qu'on peut aider une personne à investir sa parentalité, à se sentir parent, alors que concrètement, il n'est pas encore. Mais ça me paraît fondamental d'investir sa parentalité avant. Voilà, et finalement, ce que vous allez faire, c'est écrire, vous écrivez d'ores et déjà les pages de votre histoire et de la préhistoire de votre enfant. Il y a plein de façons de le faire. Souvent, j'encourage les parents, les futurs parents à écrire des lettres ou à faire un journal créatif et de faire un journal créatif à deux. Et voilà, je recevais encore un message ce matin de femme qui disait on a fait notre tableau de vision et on a hâte de vous le montrer. Ok. Mais on se rend compte que c'est très porteur pour les couples parce que non seulement ça autorise à se projeter, mais pour les femmes, enfin peu importe, c'est porteur, ça autorise à se projeter et ça permet de parler de choses dont on ne parle en général pas. Et ça crée de sacrés ajustements. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai peut-être été un peu long, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes des pionniers à l'échelle de l'humanité, que ce que vous êtes en train de vivre, c'est une sacrée révolution intime au sein d'une sacrée révolution humaine, que voilà, vous êtes un peu comme le premier homme qui a marché sur la Lune, vous avez une nouvelle trace à écrire et une nouvelle histoire à écrire pas à pas, et plus vous, à mon sens, plus vous mettrez de la conscience sur ce que vous êtes en train de faire, plus vous donnerez du sens à ce que vous êtes en train de faire, et plus vous pourrez vous sentir fécond et porter aussi vos possibles enfants vers un avenir fécond. Je vous remercie.